bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion chrétienne. Il ne vous a certainement pas échappé que nous nous approchons d'échéances électorales majeures, alors que tous les sondages nous disent que les Français ne s'intéressent plus à la politique, voire manifestent un très grand mépris pour leur personnel politique. Alors en contrepoint, je vous propose d'évoquer une grande figure politique, celle d'Edmond Michelet. Né en 1899 et mort en 1970, ce fut à la fois un grand résistant, un déporté, un ministre du général de Gaulle, mais aussi un homme de foi, dont le procès en béatification est ouvert depuis quelques années. Pour nous faire découvrir cette figure de foi, deux spécialistes, Yves-Marie Hélière, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Lille et on peut dire, même si votre modestie va en souffrir, que vous êtes un des plus grands spécialistes de l'histoire religieuse du XXe siècle. Père Nicolas Rissot, bonjour. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse de Tulle et vous êtes curé à Objat, près de Brive. Alors, je l'ai dit, on s'approche d'échéances électorales et j'aimerais qu'on évoque cette figure un peu particulière d'Edmond Michelet. Tous les hommes politiques n'étaient pas comme lui, mais il y en avait beaucoup qui étaient finalement à son image. Alors, expliquez-nous un peu qui est cet Edmond Michelet. J'ai buté en disant qu'il était né en 1999. Évidemment, il est né avec le siècle, en 1899. Il est né dans quelle famille? Alors, peut-être que vous pouvez commencer, parce que c'est pas loin de chez vous. Il naît à Paris, paradoxalement. Il n'est pas en Corrèze, il naît à Paris. Il naît dans une famille dont le père est un homme solide. Ces hommes un peu de la fin du 19e siècle, qui sont dans les affaires, dans le négoce de produits alimentaires, dans le commerce. Il travaille pour la firme Félix Potin. Et puis il a une mère qui, elle, comme beaucoup de femmes déjà à cette époque, ça serait presque balsacien comme tonalité, qui est une femme beaucoup plus pieuse, qui est beaucoup plus habituée des choses d'église, etc. Et cette famille, pour des raisons professionnelles, va déménager de Paris pour aller s'installer dans une belle France, une France profonde, du côté de Pau, dans le Béarn. Et c'est certainement un contexte, j'allais dire, provincial, rural, mais à forte densité, aux valeurs fortes, qui jouera sur le jeune Edmond Michelet, qui petit à petit va prendre sa consistance d'homme dans ce Béarn, favorisant à la fois une implantation, je dirais, dans la réalité quotidienne, familiale, culturelle, qui est la sienne, mais aussi ayant les pieds sur terre, une capacité à regarder toujours plus haut et toujours plus loin, ce qui est quand même pas inintéressant pour une vie chrétienne. Oui. Politiquement, on est dans les deux parents sont catholiques, mais le père est proche du sillon de Marc Sangnier et la mère est proche de l'Action française de Charles Maurras. La mère est assez cultivée et incite ses 4 fils à lire. Et l'aîné Edmond va être un grand lecteur, et ceci très tôt. Alors Edmond va faire des études, d'abord dans la région parisienne chez les frères des écoles chrétiennes, et il va réussir dans son canton de la banlieue parisienne le certificat d'études avec la place de premier de son canton. Bon, donc c'est un garçon doué. Ensuite, il est amené avec sa famille à déménager à Pau. Et là se situe un voyage en Angleterre d'1 an de son père qui veut absolument qu'il prenne sa suite dans l'importante maison qu'il a créée, importante maison de gros qu'il a créée à Pau. Son père veut qu'il apprenne l'anglais car il y a une clientèle anglaise importante qu'il faut soigner. Oui. Quel type de catholicisme on pratique à cette époque-là? C'est quoi? C'est un catholicisme sociologique, comme on l'a dit? C'est un catholicisme profond? Comment vous le caractérisez? Certainement pas, parce que Edmond est un garçon pieux qui fait une première communion tout à fait respectable dans ce qui concerne justement la sincérité, et elle a une certaine profondeur. Et d'autre part, quand il va être à Pau au début de la guerre, il a à ce moment-là en 14, il a 15 ans, il va fréquenter la conférence Saint-Vincent de Paul dans le collège où son père le laisse aller quelques années, mais sans visier d'aboutir au baccalauréat. Il n'est pas question qu'il aille trop loin dans cette voie-là parce qu'on a besoin de lui. Et ensuite, c'est la guerre qui va l'appeler, puisque en 18, comme il est très patriote, il est volontaire. Il avait d'abord été réformé
formé et il a réussi quand même à s'engager. Mais il reste en 18, là, c'est la fin de la guerre, au dépôt à Brive, au dépôt du 126e régiment d'infanterie de Brive. Mais le fait qu'il reste à Brive n'est pas sans importance pour la suite. Alors je crois que Yves-Marie vient de dire des choses essentielles là, sur l'origine familiale d'abord. Le père, qui est marqué par le sillon de Marc Sangnier, d'ailleurs un illustre corrézien né à Trégnac, et la mère marquée par les idées monarchistes de Maurras. Rapidement, Marc Sangnier, hein, c'est un catholicisme... C'est le catholicisme de Léon XIII Voilà. qui essaye de s'exprimer dans une dimension de jeunesse, de créer un mouvement, une sorte de mouvement populaire, si vous voulez. Catholicisme social, on peut dire. Catholicisme Social social, et tout à fait. démocrate. Et démocrate, avec de fortes implications politiques. Et un choix de la République, par exemple, qui est très net chez Marc Sangnier. Et donc, de ce côté-là, le père d'Edmond Michelet est héritier des idées nouvelles, d'une certaine façon. Et d'autre part, par sa mère, il est ancré dans une certaine lecture plus traditionnelle, mais pas au mauvais sens du terme, ancré dans une tradition, voilà, au sens presque de celui qu'on entendra plus tard quand on emploiera ce terme autour de Vatican II. Quelque chose qui l'imprègne, qui lui permet d'apprendre la grammaire fondamentale de la foi. Et c'est avec sa mère qu'il va aller à l'office, à la messe, et je crois que c'est un homme dont on peut dire, et dans les ruptures qu'il fera, par exemple, après avec l'Action française de Charles Maurras, quand il refusera d'une certaine façon l'intégralisme et le positivisme de Charles Maurras, eh bien, ça sera un homme qui, justement, va puiser dans la loi de la prière ce qui sera sa loi de la compréhension. La lex orandi sera vraiment la lex credendi pour lui. Et toute sa vie, il aura ce chemin-là de puiser dans la prière, comme déjà la première communion, Yves-Marie l'a bien dit, toute cette force qui lui donnera une intelligence profonde et des hommes et des situations. Et Alors, dans ce qui concerne l'Action française, il hérite aussi très tôt d'un amour pour l'histoire de France. Bon, et comme il va aimer aussi beaucoup le poète Charles Péguy, c'est une histoire de France qui ne se limite pas à l'histoire des rois, mais aussi à l'histoire du peuple, et notamment le peuple qui est glorieux avec ses armées de la Révolution et des 19e siècle, pratiquement. Alors, on est donc en 18. Qu'est-ce qu'il devient? Quel est le métier qu'il va choisir? Et puis, quel est l'engagement qu'il va prendre? Il prend le côté de maman, l'Action française, ou est-ce qu'il prend le côté de papa, c'est-à-dire l'engagement social? Il va d'abord le métier. Il va d'abord découvrir qu'il est amoureux. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc, il va faire la connaissance de Marie Vial, fille d'un médecin briviste, qu'il va épouser. Et ça sera un couple qui aura une vie familiale, une vie conjugale assez remarquable. Et il va s'insérer dans une vie professionnelle qui prend la suite de celle que son père avait tracée, d'être courtier assermenté pour les alimentaires, donc pour les grandes épiceries, pour un peu le négoce en gros de l'épicerie. Il va ouvrir d'ailleurs près une succursale après la guerre à Paris, etc. Donc professionnellement, il s'inscrit là-dedans. Ça va lui permettre de beaucoup voyager et d'avoir énormément de contacts, y compris dans le syndicat national des exploitants des épiceries en gros. Donc, les voyages commencent très tôt. Il y a ce voyage en Angleterre en 1913-14 où il va apprendre l'anglais, ce qui lui sera très précieux par la suite. Et il y a ensuite, comme militaire, il est envoyé avec son régiment en Lombardie à la fin de l'année 1918. Et à nouveau, il est envoyé en Rhénanie en 21. Et je ne croyais pas qu'il perd son temps pendant ces voyages. Il visite les monuments, les musées, il note tout cela. Et en 21, notamment, il écrit longuement dans des lettres de fiancée à sa fiancée Marie Vial sur ce qu'il voit, ce qu'il observe et ce qu'il passionne dans un peuple différent que ce peuple allemand qui, d'ailleurs, ne rejette pas, tout en prenant quand même certaines ses distances. Et ça va jouer sur ensuite son implication politique, parce que il va prendre des distances avec l'Action française. Certes, quand l'Église elle-même prendra ses distances avec l'Action française, après quand la Maison d'Orléans en prendra de faison très nette. Rapidement, l'Action française, on peut dire que c'est les royalistes pour aller C'est vite. les royalistes de Charles Maurras, Voilà, c'est-à-dire une vision nationaliste et intégraliste oui. de la nation.
qui est né, ça sera un peu compliqué, mais qui est né quand même autour d'une vision lyrique de l'histoire de France. Hein. Un peu romantique, on va dire. Oui, mais oui, c'est l'époque. Il y a l'idéalisme lyrique des républicains avec Valmy, et de l'autre côté, il y a l'idéalisme royaliste avec Bouvines. Donc, il y a quelque chose comme ça, sans être désobligeant. Ça a marqué des générations et des générations de Français et de catholiques. Et l'espérance monarchique n'était pas une espérance désuète. Je rappelle souvent que en 1939, quand le duc de Guise décède, il y a une messe de requiem à Notre-Dame de Paris, et la comtesse de Paris, qui est décédée il y a peu de temps, sort de la cathédrale, et il y a une foule de la cathédrale jusque presque au Louvre qui acclame, qui dit vive la reine. Hein. Donc il faut se replacer dans ce contexte à l'époque où l'idée monarchiste n'était pas une idée désuète ou farfelue ou romantique ou je ne sais pas comment dire, people. D'accord. Et donc, mais lui, il saisit très tôt que l'intégralisme de Maurras ne colle pas avec ce qu'il découvre du monde et ce que sa foi murmure à l'oreille de son cœur, si je peux parler comme ça. Oui, alors l'autre raison aussi de la rupture, c'est qu'il va percevoir de l'indigence de la pensée sociale de Maurras. Et là, il y a un penseur important de l'époque qui va l'aider, c'est Jacques Maritain, qui est justement, après avoir été proche de Maurras, va le critiquer à la suite du pape, à partir du moment où Maurras se rebelle contre le pape. C'est ça que Maritain ne peut pas accepter en 1927. Donc il va changer un peu j'allais dire de bord, ou peut-être de parti. Est-ce que c'est aussi clair? Parce que c'est vrai qu'on a l'idée d'un catholicisme de gauche et de catholicisme de droite, Non, voyez, je ou crois que c'est pas un catholicisme social. Est-ce que c'est vrai à l'époque? Ce qu'il va vivre, c'est une transformation de l'intérieur. Il comprend les enjeux majeurs, par exemple, de la pensée de Maurras sur la nécessité, pour ce qui était pensé à l'époque, de la place de la France dans le monde, comme dira plus tard De Gaulle. Mais comment dire ça? Et c'est le pouvoir fort. La grande idée, c'est l'exécutif fort dans une république où le pouvoir exécutif est extrêmement faible, ce qui nous vaudra d'ailleurs une série de désastres en 40 et une menace de guerre civile en 58. Donc vous faites allusion à la Troisième puis à la Quatrième République, aux institutions. Et donc lui, il est pour une... oui, il est pour un pouvoir exécutif fort dès ce moment-là. Oui, et il maintiendra cette idée constamment. C'est ce qui expliquera d'ailleurs qu'il passera. C'est une des explications du passage du MRP au RPF, au gaullisme. Enfin, il a toujours été gaulliste à partir de 40, mais il refuse justement un parti qui s'accommode d'un exécutif faible. Donc il s'engage, je suis désolé, il faut que je vous presse parce qu'on va arriver... Mais c'est pas un catholique intransigeant, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, alors là-dessus, il y a quelque chose qui va l'aider à ne pas être dans cette position-là, c'est l'Association catholique de la jeunesse française, dans laquelle il est un militant ardent et dont la devise est piété, étude, action. Piété centrée sur le Christ et l'Eucharistie. On a des textes de lui très très forts dès 1921, quand il est dans la CJF de Brive, l'association de Brive, et d'autre part, on a sur les études un homme qui s'est toujours beaucoup cultivé, qui a toujours beaucoup lu, et on viendra là-dessus tout à l'heure. Et d'autre part, l'action. Alors l'action, il y a à la fois l'orateur, très tôt il va être un orateur et un entraîneur de jeunes, et un homme de réseau. Il y a là un personnage qui va tout de suite avoir un courant de sympathie important autour de lui et entraîner les autres. Alors, on avance. Excusez-moi, je suis obligé de courir un peu la poste. On avance puisque il va falloir qu'on arrive dans les années 40. Donc, il continue, en fait. Hein, alors, il y a un autre tournant là qui est quand même, à ce moment-là, en 1930, l'entrée aux équipes sociales. Le déficit social de Maurras, il va trouver à le combler avec les équipes sociales de Robert Garrick qui veulent développer un dialogue fraternel et qui veulent, en quelque sorte, aider les ouvriers à se cultiver en les faisant participer à leur formation culturelle. Bon, et ça, c'est très intéressant. Il va créer une équipe sociale à Brive et il en créera d'autres dans la région. Alors donc on a déjà deux figures, on a la figure du négociant, on peut dire, hein, enfin la figure du catholique engagé, engagé dans le catholicisme social, et puis il va avoir une troisième figure avant sa vie publique, enfin sa vie dans la politique, c'est un résistant. Alors est-ce que c'est cette question des réseaux, c'est ça qui fait que... Il rentre en résistance
il rentre en résistance pour ces 3 raisons. D'abord, je crois fondamentalement, parce qu'il comprend l'incompatibilité profonde du christianisme et du catholicisme en particulier avec les idéologies totalitaires, qu'elles fussent de droite ou de gauche. Ça, c'est la première chose. Et il sera tout à fait confirmé par les grandes encycliques du pape, des papes, donc de Pie XI en particulier, sur l'encyclique qui condamne le nazisme. Mittelalter Sorge en 1937. Et ça, c'est évident. Ensuite, il a une résistance intellectuelle qui mène avec des hommes comme Jacques Maritain, 1937 aussi, Jacques Maritain qui écrit un très beau texte qui mériterait d'être lu aujourd'hui sur l'antisémitisme, toujours à la même époque, avec des hommes comme le Père Médieux, de l'entourage dominicain, autour de Sète et de temps présent, des gens qui essayent de réfléchir sur la situation européenne, qui pensent que seule la culture peut sauver l'homme. Ça, c'est déjà une résistance intellectuelle face à la montée des pareils. Et puis avec aussi des hommes qui plus tard feront leur chemin, comme un homme comme Georges Jourdain, par exemple, qui vient à Brive pour donner des conférences. Voilà, d'abord une résistance intellectuelle qui va, au 17 juin 1940, au moment du désastre, pour employer un mot de De Gaulle, va conduire un Michelet autour de cette date-là à produire à partir de quelques textes de Charles Péguy tirés de l'argent, ce qu'on appellera une première protestation, une contestation de ce que le maréchal Pétain propose à la France, et ça sera l'acte d'entrée en résistance de Michelet qui va petit à petit prendre une forme tout à fait nette par ses contacts professionnels et amicaux, en créant des réseaux, en organisant les premiers déplacements des Juifs et leur protection en Corrèze, on pourra en reparler, et aussi les premiers déraillements de train, etc. Donc une action qui a été d'abord une résistance intellectuelle, l'étude, comme l'a dit Yves-Marie, et ensuite l'action proprement dit, eh bien, à un moment, il faut... celui qui, en cas de guerre, ne se rend pas à raison contre celui qui se rend, disait Péguy, hein, et c'est cette maxime-là que Michelet va mettre en acte pour justement résister au nom de sa foi et de ses convictions à l'occupation nazie. Oui, alors il a un rôle vraiment important. Oui, il a un rôle très important parce que sur ce terrain, il a organisé ces fameuses conférences avant la guerre qui ont été très suivies. Il y a des centaines de personnes qui assistent aux conférences où il est question de la description de l'État totalitaire, pour le mettre en garde, de la défense de la personne humaine en danger, du racisme. Il y a une conférence qui porte sur le racisme, en quelque sorte. Bon, et une série d'intervenants très connus à l'époque, moins connus aujourd'hui. On voit des gens comme Joseph Follier, par exemple, ou Louis Blanquart, mais des gens ou l'abbé Tellier de Poncheville. Bon, tous ces gens-là, à cette époque-là, étaient assez connus et avaient attiré du monde, quoi, en quelque sorte. Et alors, il va dire lui-même par la suite, d'ailleurs, que sa résistance était d'abord une résistance au nazisme fondamentalement, car il me dira, ma position était plus religieuse que politique, car le nazisme était quelque chose d'inadmissible. Enfin, il y avait justement cette opposition très nette à cette doctrine qu'on ne pouvait pas ne pas rejeter en quelque sorte. Et il voyait bien le danger du nazisme à partir du moment où on avait complètement cédé. Bon, et l'idée justement qu'il ne fallait pas, dans ce fameux tract du 17 juin, accepter cette capitulation, cette reddition devant un ennemi particulièrement dangereux, quoi. Donc il est résistant, et puis il y a un moment où ça se passe mal. Il est arrêté, oui. et on le retrouve, oui, mais alors là, déporté. Il faudrait quand même souligner quelque chose, c'est que cette résistance, je vous disais, il avait derrière lui pas mal, il entraîne beaucoup de monde derrière lui, et enfin, ce sont des minorités, mais de minorités assez variées. On peut dire que c'est un des grands chefs de la résistance ou pas? Oui, parce qu'il est le chef de la région 5 de combat, de l'organisation combat, qui est une organisation les plus importante et une des organisations les plus précoces.
parce que justement cette résistance chrétienne est une des plus précoces. Il a autour de lui toute une série de personnes, et parmi eux de grands intellectuels, Gabriel Marcel, Étienne Borne, etc. Bon, Jacques Renouvain, la belle oui, figure. Alors, Jacques Renouvain, c'est pas un intellectuel, mais c'est un militant, le frère du grand historien. Bon, c'est un militant d'origine Action française, encore celui-là, mais qui va rejoindre la résistance. Enfin, bon, voilà. Et il y a là, en quelque sorte, il y a aussi des braves gens de Brive qui l'entourent et qui l'ont suivi dans les mouvements catholiques. Il y a tout un ensemble de jeunes issus de la JOC, de la GEC, de cette époque, la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, qui participent à cette première résistance. Bon, et qui s'engagent très tôt de ce côté-là. Bon. Donc, alors, il y a quand même un moment où ça se passe mal. Il se fait arrêter. Il se fait arrêter à l'heure du laitier, comme il dira dans Rue de la Liberté son témoignage. Et il se fait arrêter. Il est d'abord conduit au poste de la Gestapo. Il est interrogé à Brive, puis après à Tulle. Et il va partir d'ailleurs en convoi vers Fresnes avec un prêtre absolument remarquable qui était l'abbé Charles Lair, qui a été battu à mort parce qu'il avait refusé de donner le nom de deux pères de famille qui avaient caché quelques postes émetteurs dans le clocher de la cathédrale de Tulle. Et il entendra du père Lair cette phrase qui sera pour lui comme une devise plus tard, cette phrase de Saint Paul, « Ta grâce me suffit ». Et c'est avec ce mot-là qu'il part, c'est ce qu'il raconte dans Rue de la Liberté, qu'il part vers Fresnes, où, bien sûr, là, il devra subir les interrogatoires. Et Yves-Marie le dira peut-être mieux que moi, mais un événement qui nous paraît aujourd'hui quelque chose de très important, où pendant 6 mois, il va quasiment être au secret. Et ça sera l'occasion pour Michelet d'une expérience mystique fondatrice. Oui, tout à fait. Et qu'on pourrait peut-être... oui, je ne crains pas, car le Seigneur est mon rocher, et j'avance, hein, comme le dit le psaume 23 finalement. Hein, et il est mon bouclier et il est mon roc. Et là, il y a quelque chose d'absolument fondamental dans son histoire personnelle, de relation avec le Seigneur, qui a ouvert quelque chose et qui va rendre cet homme assez inébranlable. Lui qui était déjà habitué des retraites fermées avant-guerre, il fait une retraite monacale tout à fait extraordinaire là, pendant 6 mois à Fresnes, et il est aidé, secouru quand même par l'aumônier allemand de la prison, le Franz Stock, dont la cause de béatification est en cours d'ailleurs actuellement. Bon, un personnage tout à fait exceptionnel. Et il arrive à recevoir quand même quelques nouvelles de sa famille. Et bien que ce soit interdit, il a réussi à... Ave Maria Dominus Tecum, votre femme va bien. C'est comme ça qu'on... Ça se passe comme ça. Ça se passe. Bon, et donc... de ce côté-là, Michelet, en quelque sorte, va se défendre très remarquablement parce qu'il a été prévenu, il a été formaté par le père Médieux à ce sujet, ils en avaient longuement discuté auparavant, face à un ennemi, on ne doit pas la vérité à un ennemi. Et surtout si cette vérité risque de vous faire condamner à mort. Ouais. Bon, donc il nie toute appartenance à la résistance, et il réussit à faire comprendre, il était d'accord avec elle d'ailleurs avant, je pense, à sa femme, qu'il faut agir de la même façon. Ouais. Et il y a là un courrier extrêmement abondant et qui va arriver aux autorités allemandes, venant en particulier des officiels de Corrèze et des officiels de Brive notamment, qui va arriver pour dire que c'est un bon père de famille, tranquille, qui n'est pas méchant et qui ne cherche la paix et le rapprochement entre les peuples. Bon, alors, les Allemands sont un peu surpris d'avoir arrêté ce personnage. Ils n'arrivent pas à savoir. Ils pensent bien qu'il est peut-être un chef important, mais ils n'arrivent pas à le savoir vraiment. Alors manifestement, ça suffit pas puisqu'il est envoyé à Dachau. Oui, mais alors il n'est pas fusillé. Attention, non. Il est envoyé en camp de concentration. Alors je vous propose de faire une première pause en écoutant justement le texte d'Edmond Michelet. Vous citez plusieurs fois Rue de la Liberté. C'est un texte absolument bouleversant qui date de 1955. Et justement, il parle de la souffrance inimaginable des Juifs. Au spectacle des souffrances inimaginables qu'avant de mourir subissaient nos camarades juifs,
J'ai songé bien des fois à ce cri de malédiction que Matthieu met dans la bouche de leurs ancêtres, et que nous relisons tous les ans, le jour des rameaux, avec le récit de la Passion. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ceux de mes amis juifs qui sont croyants récusent, je le sais, l'interprétation que les chrétiens dans leur ensemble donnent de cette terrible imprécation. Je sais bien aussi qu'ils n'ont pas tort de penser que depuis des millénaires, leur implacable ennemi cherche périodiquement dans ce texte un alibi à leur haine, une excuse à leurs crimes. Quoi qu'il en soit de ces réflexions, les atrocités de l'antisémitisme nazi doivent faire réfléchir ceux qui se veulent chrétiens et qui tolèrent, quand ils ne le suscitent pas, le renouveau d'antisémitisme auquel nous assistons. Quant à ceux qui n'ont pas oublié la vision des camps de concentration, ils deviennent rêveurs en relisant Mort aux Juifs sur les murs du métro, moins de 10 ans après Auschwitz et Dachau. Dussent-ils être taxés de sensiblerie, ils refusent de se faire une raison sous prétexte qu'après tout, des graffitis analogues ornaient déjà les murs de Rome il y a 2000 ans. Pour moi, il me suffira pour être toujours de ton côté, peuple à la nuque dure, d'entendre en ma mémoire mon jeune frère de Neubromène achever dans un souffle épuisé son poème de Claudel, de revoir ces enfants de Rachel qui jouaient ses Svida avant qu'on vînt les chercher pour le crématoire d'Auschwitz, et le vieux qui n'en finissait pas d'extraire les morceaux de son dentier de sa bouche pleine de sang. Alors le texte est absolument bouleversant et je crois que c'est difficile de résumer dans une émission ce qui se passe à Dachau. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de tellement difficile. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, Yves-Marie Hilaire, à la fois ce qu'il a vécu et puis Alors deux choses. D'abord, il y a les Juifs, qu'il a beaucoup aidé dès avant la guerre. Les enfants, les réfugiés juifs à Aubazine et ailleurs, près de Tulle. Et les Juifs, on ne peut pas compter, mais on y travaille actuellement. Le nombre de Juifs qu'il a sauvés. Mais il a eu la médaille des justes. Oui. Il fait partie des justes. Alors Dachau, quand il arrive, il n'y a pas beaucoup de Français. Et il arrive à s'imposer aux co-détenus qu'il a avec lui, parce qu'il va rencontrer un ancien député chrétien-démocrate allemand, Josse, qui connaît indirectement, pratiquement, et qui est l'un des personnages qui est chargé par les Allemands d'administrer l'administration interne du camp. Qui est détenu, qui est menacé aussi, bien sûr. Et là, on lui confie la corvée de nettoyage du camp et une corvée où il doit circuler avec un pinceau et un seau de crésil pour assurer la salubrité du camp, ce qui préoccupe beaucoup les SS qui le gardent. Ça, c'est extrêmement important. Donc, avec cette possibilité de circuler dans le camp, il va pouvoir assister le matin, se débrouiller le matin pour aller à la messe dans l'une des baraques des prêtres, pour ensuite obtenir des hosties et distribuer la communion aux malades et aux prisonniers qui le demandent. Et ça, c'est très important, car il prend des risques, il n'a pas le droit de faire ça. Il prend des risques, mais il les assume. Et là, il y a un amour pour l'Eucharistie qui est extrêmement important. Et alors ensuite, il va accueillir les Français. L'autre mission qu'on lui donne à ce moment-là, c'est d'accueillir les Français. Et les Français vont arriver nombreux. Et ce qui fait qu'après, au moment de la libération du camp, il se trouvera président des Français, du comité français de libération du camp. Et alors, entre-temps, il a attrapé le typhus et il est sauvé du typhus, d'une part par une chaîne de prière de ses amis et d'autre part par 2 transfusions sanguines que les médecins du camp réussissent à lui faire. Les médecins français du camp, parce que les médecins SS allemands sont affolés par le typhus et ils disparaissent, et ce sont les médecins français du camp qui prennent les choses en main et qui le sauvent. Alors, l'arrivée des Américains modifie évidemment les choses. Heureusement, ils sont libérés, mais ils ont une quarantaine à subir à cause de cette fameuse histoire de typhus. Alors, j'ai envie de vous poser une question un peu au prêtre. Quand on voit cette figure, puisqu'elle a traversé, c'est presque trop, quoi. On a l'impression que... comment est-ce qu'il peut survivre à ce camp, prendre des risques insensés pour l'Eucharistie? C'est extraordinaire. Moi, je trouve, en écoutant ce qu'Yves-Marie vient de dire, je repensais, je me risque au parallèle. Après tout, nous sommes là dans une conversation, même si on la partage avec beaucoup de téléspectateurs, mais
je pensais à des images du film sur Karol Wojtyła. Oui. Toute une génération d'hommes qui ont puisé dans l'Eucharistie, dans la prière de l'Église, le courage pour tenir debout, pour tenir la position humaine, la postulation humaine. Et dans l'amour de Notre-Dame, il y a une Alors, un dans l'amour développement de la aussi Sainte sur Vierge, la statue de mais la je Vierge. trouve que Dans le chapitre. c'est ça qui est absolument bouleversant. Et peut-être c'est ça qui aujourd'hui nous parle. Enfin, moi qui me parle personnellement, je trouve que finalement dans mon ministère, on trouve des difficultés, hein, mais ces difficultés n'ont rien à voir avec Par rapport à tout ça. Hein. par rapport à tout ça. Ouais. Et je crois que aujourd'hui, cela sonne et consonne fort à nos oreilles, parce que face à l'inquiétude des lendemains, de dire mais où est-ce qu'on peut puiser vraiment pour avancer? Et des gens comme Michelet qui ont osé braver les interdits pour aller à la messe tous les jours. C'est impressionnant. Impressionnant. Hein. Ouais. Et Germain Auboiroux, le communiste, qui gardait, qui faisait la garde pour éviter qu'il soit pris. Hein. Là aussi, ça veut bien dire que l'Eucharistie amène le courage, mais qu'elle développe en nous des énergies de fraternité. Alors, on va, là encore, je suis désolé, aller vite. On a vu toutes les différentes figures de Michelet avant-guerre, et puis après-guerre, il prend une autre stature, probablement parce que c'est un très grand résistant, et il devient président des Français du camp, où il va s'occuper d'eux justement pendant le mois américain, en quelque sorte, le mois où les Américains viennent de libérer, et il va les aider, négocier avec les Américains puisqu'ils parlent anglais. Bon, c'est un avantage aussi, ça, à ce moment-là. Et quand il arrive à Paris, il est reçu par le ministre des Affaires étrangères, Georges Bidault, au ministère des Affaires étrangères. Et Bidault descend le perron, ce qu'il n'a fait que pour Churchill. Il l'a fait pour Churchill et il l'a fait aussi pour Edmond Michelet. Descend le perron pour l'accueillir, pour lui serrer la main. Oui, Voilà. ça dit un peu l'importance du personnage. L'importance d'Edmond Michelet à ce moment-là. Est-ce qu'on peut très brièvement faire une fresque de son action politique pendant toutes ces années? Quels sont les grands moments de la politique? Le principal chose, c'est quand il est appelé, il y a évidemment son activité de parlementaire. Oui. Ça va être la première chose. Il va d'abord être élu dans la Corrèze. Il sera élu sous l'étiquette MRP, mais Mouvement républicain populaire. Mouvement républicain populaire, qui est la naissance de la démocratie chrétienne à la française, avec ce qu'elle comporte après-guerre. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la reconstruction d'un échiquier politique ou d'une prise de conscience de la politique. 160 députés en 1946. Voilà. Et il va devenir ministre des Armées, avec en face de lui un ministre de l'Armement qui est Marcel Paul, qui est un communiste. Chantillon. Et Châtillon d'abord, oui, c'est tout à fait. Et ensuite, il a une mission que lui confie le général de Gaulle, c'est de réduire les effectifs de l'armée. Et ça, dans une opinion où l'armée n'a pas bonne presse. Parce que quand même, l'armée, pour l'opinion française, ça n'a pas été ça, quoi. Hein. Et il va réussir ce travail-là avec intelligence, cœur, et en essayant d'entendre les difficultés des personnes et d'y trouver de vraies solutions. Et déjà, on est là sur ce qui marquera l'activité politique de Michelet, une capacité à entendre une situation, une capacité à la mettre en perspective et de s'entourer d'hommes compétents pour trouver des solutions. Mais alors, les hommes compétents, c'est très intéressant. Dès ce premier ministère, il s'entoure de gens tout à fait valables et il travaille notamment avec le général Paul Élie, qui va le conseiller ensuite comme parlementaire pendant longtemps, puisqu'il va s'occuper des affaires de l'armée comme parlementaire, et avec le général de Tassigny, avec lequel il va encourager justement le projet de camp léger pour former les soldats et l'installation de Saint-Cyr dans la langue bretonne à Coëtquidan, meilleur site de formation pour des officiers qui sont formés à la dure en quelque sorte. Donc ça c'est le premier ministère. Alors ensuite il va avoir d'autres responsabilités. Alors parmi ces responsabilités qu'il faut noter dans cette période, ça serait le fait que Pierre Mendès France l'envoie dans la délégation française aux Nations Unies, à l'ONU à New York. Et là, d'abord, il parle anglais. Et je dirais que là, l'action s'organise en deux faisceaux. Le premier faisceau, c'est-à-dire
une écoute extérieure, avec du recul de la politique française et notamment des événements d'Algérie qui commencent à à exister et puis à devenir problématiques. Et il va entendre la position américaine et d'autres nations. Et il va être auprès du général de Gaulle celui qui va se faire l'écho d'une résonance internationale sur la position de la France en Algérie et vis-à-vis de l'Algérie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il appartient à un mouvement, le mouvement international des responsables chrétiens, qui est fortement implanté aux États-Unis et qui vont, par exemple, the morning breakfast prayer, les petits déjeuners de prière. Et donc, il a une amitié, une complicité heureuse avec un certain nombre de responsables politiques, y compris les grands présidents américains ou ceux qui le deviendront, vice-présidents, et ce qui lui donne des contacts extrêmement forts dans le monde américain et anglo-saxon en particulier, et des contacts nourris pas simplement sur la factualité du problème politique, mais sur une capacité à relire ces événements à l'intérieur même de la perspective chrétienne et souvent dans une dimension œcuménique. Oui. On le retrouve ensuite ministre de la Justice. Oui, sous mais le... alors, il faut quand même rappeler une chose auparavant, c'est qu'il a été obligé d'évoluer au point de vue politique. Il était du mouvement républicain populaire et en 1947, il a été exclu du mouvement. Et à ce moment-là, il a rejoint le mouvement gaulliste, le RPF, puis les Républicains sociaux, enfin, les différentes modifications du mouvement gaulliste sur le plan politique, en quelque sorte. Mais ce qui frappe à ce moment-là, c'est que s'il suit De Gaulle, il est aussi un conseiller écouté de Gaulle, comme l'a dit Nicolas, justement. Il est un conseiller qui va souvent faire réfléchir De Gaulle sur un certain nombre de questions. Comment arriver au pouvoir, il y a une lettre de lui en 51 à ce sujet. Comment juger, comme on vient de le dire, les relations internationales en ce qui concerne le problème de la décolonisation. Bon, et là aussi, il y a à tenir compte en quelque sorte des positions des autres nations. On ne peut pas s'isoler complètement. Bon. Et il y a donc chez lui, en quelque sorte, une capacité d'homme d'État qui se dessine très nettement pendant cette période. Alors, quand il arrive comme ministre de la Justice, De Gaulle lui confie un poste très important, car il s'agit non pas de s'occuper tellement de la justice. Là, il a un chef de cabinet, André Holot, qui est un juriste remarquable et qui va faire le travail à sa place pour une bonne partie, mais ça ne veut pas dire qu'il s'en désintéresse, parce qu'il s'intéresse particulièrement aux prisonniers. Lui qui a été prisonnier, sa grande préoccupation, c'est de s'occuper des prisonniers. Et quand il s'adresse aux magistrats, il a les rencontrer assez souvent, bien sûr, eh bien, il évoque souvent l'histoire de Dachau et la situation dans laquelle il se trouvait à Dachau. Bon. Mais s'il continue quand même à s'occuper, à suivre la réforme de la justice qu'a initié Michel Debré, qui l'a précédé, mais il est là aussi pour travailler sur la paix en Algérie. Bon, et là, il est aidé en particulier par Joseph Rovan, qui a été avec lui justement à Dachau, et il est aidé aussi par de jeunes énarques qui s'appellent Michel Rocard et Simone Veil, qui vont enquêter en Algérie. Bon, car il s'agit d'enquête et il s'agit aussi de négociations discrètes avec l'adversaire. Bon, alors évidemment, cette activité du ministère ne plaît pas à Michel Debré, qui est le Premier ministre à ce moment-là. Oui. Et donc, l'expérience ministérielle s'arrête brutalement en 61. Elle s'arrête justement le 24 août 61, en pleine crise avec l'OAS, qui s'est constituée pendant l'hiver 61. Et alors, on le retrouvera ministre une deuxième fois, il est ministre de la fonction publique dans le gouvernement de Pompidou 4, et on le retrouve une deuxième fois, alors c'est assez surprenant, c'est le successeur de Malraux. Ah oui, alors ça, je trouve que c'est plein de... Donc il est à la culture. Je trouve que là, quand on connaît l'histoire politique du président Pompidou, qui est quand même l'homme qui va lancer les grands chantiers de l'art contemporain, de l'art moderne en France,
choisir cet homme-là, qui semblerait presque être une figure du classicisme, c'est qu'il avait décelé en lui cet homme d'une curiosité intellectuelle. Et quand on regarde à peu près les archives d'Edmond Michelet à cette époque-là, un des grands dossiers dans lesquels il va travailler, ça va être l'architecture. Ça, je trouve ça impressionnant. Avec non seulement en disant, alors il y a bien sûr le patrimoine, les commémorations de Saint-Louis, etc. On pourrait en dire beaucoup, mais il a surtout mené ce dossier-là avec la volonté de former des jeunes architectes et que ceux-ci aillent voir ailleurs un peu ce qui s'y passe. Voilà. Et je trouve qu'on aurait aimé que dans les années 70... C'était pas un homme du passé. Ah non, absolument pas. C'est pas un homme du passé, c'est pas un homme désuet, c'est pas un pantouflard, si je puis me permettre de dire ça, un vieux monsieur avec son par-dessus. Non, c'est un homme plein de finesse et qui sait très bien voir les enjeux d'un avenir. Et ça, je trouve que c'est quand même extrêmement touchant, je trouve. Il s'intéresse aussi à la musique, un jeu familial aussi avec Michel Landowski. Bon, il est entouré aussi par des futurs académiciens dans son cabinet, Gabriel de Broglie. Bon, il y a donc là toute une équipe, et il fait venir aussi dans son cabinet le poète Pierre-Emmanuel. Bon, toute une équipe tout à fait originale, enfin, qui tranche avec l'administration courante moyenne. Alors, il va falloir malheureusement que nous accélérions encore et je vous propose une deuxième pause. Cette fois-ci, on revient un peu en arrière, mais c'est pour annoncer l'homme de foi. C'est un discours justement qu'il avait fait aux ACFJ de Corrèze le 25 mai 1931. Et il parle de l'amitié et de la charité. Mon intention n'est pas de vous entretenir de généralités. Aussi bien que moi, vous savez, mes chers amis, ce qu'est l'amitié, ce sentiment inspirateur de si belles choses. Ce que je voudrais vous dire tout particulièrement, c'est la nature de l'amitié de notre association. Notre amitié, je vous le disais tout à l'heure, a ses sources non seulement dans un idéal commun, mais aussi et surtout dans une vie surnaturelle commune. C'est à cette vie surnaturelle que nous sommes redevables de notre esprit ACJF. Et cet esprit, c'est l'esprit de charité. L'esprit de charité, que voilà une belle vertu. Et comme on la pratique peu aujourd'hui. Ce n'est pas dans une société encore empoisonnée de matérialisme et d'individualisme, dans une société dont l'égoïsme est trop souvent la tare, qu'on peut hélas souvent la rechercher. Les chrétiens des âges héroïques arrachés à leurs persécuteurs ce cri sublime. Voyez comme ils s'aiment. Pourrait-on en dire autant de ceux d'aujourd'hui ? Alors donc il s'agit bien d'un discours aux ACJF et qui date de 1931. C'est quand même assez étonnant parce qu'on a l'impression qu'il aurait pu le dire il y a quelques jours. Oui, c'est une modernité, je trouve. C'est cet homme qui a vu très tôt ce que pouvait être nécessaire pour un chrétien de contester à la fois les matérialismes historiques comme les matérialismes pratiques. Et je trouve que de plus en plus il me fait penser au cardinal Newman finalement, avec une capacité à regarder les situations de l'intérieur et une absolue confiance que finalement Dieu est le maître de l'histoire. Que ce n'est ni les forces antagonismes de la révolution, ni même les lois du marché, mais que le seul chemin pour l'homme possible, c'est le chemin de Dieu et d'un Dieu qui fait alliance avec l'homme. Je trouve ça absolument... 1931 quand même. C'est tout à fait extraordinaire. On ne peut être que saisi par ça, je crois. Alors, je l'ai dit en commençant, il y a une cause de béatification qui est en cours. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots pourquoi est-ce qu'on pourrait le béatifier et peut-être le canoniser ? C'est quoi la matière du dossier ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Parce qu'il nous reste malheureusement que quelques minutes, donc allons au point essentiel. Pourquoi est-ce qu'on pourra dire Saint-Michelet peut-être un jour ? Un personnage tout à fait exceptionnel et un personnage qui a mené justement une vie politique exemplaire, même s'il y a pu y avoir quelques contestations à propos de la guerre d'Algérie, mais qui ne sont pas vraiment liées à son action, enfin pour l'essentiel, quoi. Et
On peut donc considérer que Michelet est un personnage qui, dans tous les domaines, la variété des domaines, la famille, les amis, les enfants, petits-enfants, parce qu'il y a 7 enfants, 44 petits-enfants, il s'est occupé d'eux, enfin, de façon étonnante. Enfin, il a été très présent auprès d'eux. Bon, d'autre part, il y a tout ce qu'il a fait sur le plan international, avec les organisations. Il y a l'organisation américaine, mais il y en a une autre, l'organisation d'Otto de Habsbourg, le CEDI, le Centre d'études et de documentation internationale, bon, qui a joué un rôle important dans la construction de l'Europe gaulienne, en quelque sorte. Enfin, bon. Et il y a là une série d'initiatives. Il y a aussi ses liens avec Thésée. Il a été très proche du frère Schutz et de Thésée. Il y a aussi l'homme des pèlerinages, un personnage qui toute sa vie a été un pèlerin. Il a été combien de fois à Rocamadour chaque année avec sa famille. Ensuite, il y a les pèlerinages à Lourdes, très fréquents. Il y a un pèlerinage à Fatima. Il y a une série de voyages pèlerinages à Rome, enfin, notamment tous les ans dans les années 60. Moi, j'ai envie de faire une réponse peut-être un peu décalée à celle d'Yves-Marie, qui est très juste. J'ai envie de répondre avec presque l'apostrophe de Primo Levi, parce que c'était un homme. Oui. Et que finalement, la sainteté, c'est d'accomplir son humanité. On disait qu'il a été aux États-Unis et il ne fait pas partie des heroes, c'est-à-dire c'est pas Superman, ni Batman, ni. C'est injuste parmi les nations. C'est quand même, oui, quand même au moins pour. Mais c'est pas au sens de surhomme. C'est parce que ça a été un homme. Oui. Et je trouve que s'il est juste parmi les nations, justement un peu pour reprendre un peu le vocabulaire d'Emmanuel Levinas, c'est que c'est un homme qui a su voir dans le visage d'un autre le visage de Dieu, le visage du frère. Oui. Oui. Et donc l'agir doit être celui-là. Oui. C'est pas paradoxal de vouloir faire d'un homme politique un saint. Je parle un peu de manière polémique, mais c'est vrai qu'actuellement, vous êtes tous les deux historiens, vous voyez les grands mouvements historiques. On est plutôt dans une phase où, mon Dieu, la politique, c'est vraiment pas ça. On a plutôt tendance à les mépriser qu'à les admirer, ces gens-là. Donc, il y a tout de même cette génération qui a voulu, en quelque sorte, changer le cours de l'histoire en Europe, rapprocher la France et l'Allemagne. Et là, on a des gens aussi différents parmi les causes de béatification en cours actuellement que Edmond Michelet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Giorgio Lapira. Bon, en Italie, il y en a 2 en Italie et 2 en France. Bon, qui sont des hommes qui ont joué un rôle notable. Mais vous avez évoqué tout à l'heure l'humilité de Michelet. Moi, ça me frappe beaucoup. Une des raisons pour lesquelles il a traversé Dachau, c'est sa simplicité, son humilité. Un homme qu'on ne remarque pas tellement, qui ne se fait pas remarquer tellement, mais que tout le monde connaît. Oui, puis je trouve que l'activité politique est une activité humaine qui n'échappe pas à l'appel à la sainteté, et que celle-ci n'est pas une simple contemplation du passé, mais une plénitude pour aujourd'hui. Oui, mais il a dû, parce que c'est ce qu'on dit souvent, il faut avoir les mains un peu dans le cambouis pour parler un peu vulgairement. Oui, alors est-ce qu'on peut faire de la politique en ayant les mains propres? Alors je trouve qu'un reproche qu'on peut faire à Michelet, c'est de le traiter d'angélisme. Oui. D'angélisme ou au mieux, ou de naïf au pire. Non. Alors que c'est un homme qui a une capacité à regarder les situations dans leur réalité. Et quand les gens se conduisent mal, ça le met en pétard. Et il est très exigeant avec des chrétiens qui ont manqué à leur devoir de chrétien. Oui. Et ça, c'est un homme qui a une capacité d'appréhender le réel. Et dans ce réel-là, il sait qu'il y a les forces de l'esprit qui sont à l'œuvre, mais il sait très bien qu'elles sont traversées aussi par les forces du mal. Il est prophète aussi dans un autre domaine. C'est en quelque sorte une distinction très nette
entre le religieux et le politique. Bon, en particulier vis-à-vis des évêques. Les évêques sont parfois tentés par la politique, MRP à un moment donné, le glissement à gauche à un autre moment. Il est très critique sur ces tentations. Ce n'est pas le rôle des évêques de se laisser tenter de cette façon. Et il le dit clairement. Il y a avec les évêques français, il y a des tensions. En ce sens, il est tout à fait dans la ligne du magistère romain. Oui, très nettement. Mais ça ne l'empêche pas quand même d'être très ému et d'intervenir à la Chambre, puis ensuite il sera apaisé quand les évêques lui expliqueront un peu mieux au moment de l'affaire des prêtres ouvriers. L'affaire des prêtres ouvriers, il est très ému. Mais je crois aussi qu'il sait que la réalité, c'est d'être traversé par le bien et par le mal, et que l'appel à la conversion évangélique, c'est que la prédication évangélique puisse traverser toute situation humaine. Et c'est là-dessus qu'il construit son action politique, pas sur autre chose. Et il a fait ce choix-là, et ça lui permet, mais comme à Dachau finalement, ça lui permet de faire les traversées. Puis alors, le réconciliateur, c'est la dernière période, c'est le réconciliateur. Réconciliation avec l'Allemagne, réconciliation avec l'Algérie, où il va diriger France-Algérie pendant les dernières années de sa vie. Bon, il va aller être reçu à Alger en 67, etc. Il dit d'ailleurs au sujet de la réconciliation franco-allemande, dans un texte, il dit qu'il ne peut y avoir de réconciliation que parce qu'il y a eu reconnaissance de la blessure qui a pu être donnée par le mal. Je trouve qu'il y a des choses là qui donneraient à penser à des philosophes ou à des théologiens, mais peut-être pour nos propres existences. Et c'est peut-être en ça que finalement aujourd'hui, ça a de l'intérêt de se préoccuper. Il y a le refus de toute vengeance aussi, qui est très net dès Dachau et dès son arrestation. Il écrit à sa femme. Bon, surtout ne cherche pas à dénoncer celui qui nous a dénoncés. Bon. Et ensuite, refus de toute vengeance. Il dira bien qu'à propos de tous les gens qu'il a vus mourir à Dachau, aucun n'a demandé la vengeance. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette figure que je trouve absolument admirable. Plus je lis, plus je le découvre. Alors, deux livres, des actes d'un colloque qui a eu lieu au Bernardin. Décembre 2010. En décembre 2010, donc qui s'appelle Edmond Michelet, le chrétien en politique, et qui est paru aux éditions Collège des Bernardins, chez Parole et Silence et Le Thielleux. Et puis, vous l'avez cité, recité, et j'avoue que c'est la découverte pour moi de cette émission. J'avais jamais lu ce livre, et c'est un livre absolument extraordinaire, qu'il faut lire, relire. Oui. Le pape Benoît XVI, quand il était donc professeur de théologie à Bonn, a fait lire ce livre à ses étudiants. Je trouve ça très... Il faut faire comme lui. Oui, je trouve que c'est pas idiot. Voilà, donc ça s'appelle Rue de la Liberté et c'est paru. Et c'est écrit dans une très belle langue. C'est magnifique. Et c'est paru aux éditions du Seuil. Et en livre de poche maintenant. Du Seuil. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis.